Bonjour et bienvenue à l'atelier Gestalt, gérer la dissociation d'origine traumatique. Hop. Bien, merci d'être là parce que vraiment, c'est ma passion de découvrir ça et d'aller et d'emmener d'autres personnes sur le chemin vers eux-mêmes. Et donc, nous allons tout de suite commencer. Donc, nous sommes au plan, je vais me présenter, je vais présenter ma formation, qu'est-ce qu'apporte la thérapie, puis après, qu'est-ce que c'est que le traumatisme, la théorie des facettes avec un S, j'ai oublié ça, les profils de traumatisés, pourquoi on reste dans le traumatisme, la démarche, la prise de conscience, les stratégies, vos soutiens. Donc, vous voyez, c'est un parcours très dense parce que le traumatisme est complexe. Heu, vraiment, chacun le sien et en même temps, on voit des archétypes, des grands schémas. Donc je me présente, Louis Mazurel, je suis thérapeute intégratif. Mon cabinet est dans le 9e ou sur Zoom, donc je peux accueillir qui a besoin de venir travailler ça. Hop, ma formation. Donc en fait, j'ai fait de la Gestalt, l'école humaniste de Gestalt et après j'ai fait de l'hypnose avec l'Arche, mais aussi je me suis intéressé aux communications non violentes, au TCC, techniques cognitives et comportementales, à l'EMDR, parce que je trouvais que la Gestalt était assez simpliste et que à chaque fois et il y avait plus profond, plus travaillé, grâce au TCC qui aujourd'hui, depuis l'an 2000 et 2012, il y a vraiment des avancées à ce niveau-là et la Gestalt ne les a pas encore intégrées dans son apprentissage et dans sa relation à soi et aux autres. Ce qui nous permet de créer notre vie. Donc, en fait, à quoi sert la thérapie? Ça sert à augmenter l'espace de choix de vie. Pourquoi? Parce que souvent les personnes, courent dans leur vie à cause de notre société économique. Nous n'avons même plus le temps de respirer, d'avoir du temps avec nous-mêmes, avec les autres et donc en fait, en venant en séance, cela permet aux personnes de prendre le temps de s'arrêter dans leur vie pour pouvoir prendre le temps de voir quelles sont les actions qu'elles font avec les autres. Parce que ces personnes-là, souvent, elles se disent: «Mais je vis toujours la même situation, aussi bien avec mon mari qu'avec mes amis, qu'avec mes collègues ou qu'avec» et en fait, ils voient bien qu'il y a quelque chose qui les bloque dans leur vie et ils n'arrivent pas à mettre le doigt dessus et ils n'ont pas le temps. Donc en fait, un thérapeute va leur prendre, cette situation et ils vont pouvoir la déposer pour pouvoir vraiment prendre conscience de ce qui se passe. Et quand ils ont bien analysé avec l'aide d'un regard extérieur, eh bien, tout d'un coup, apparaissent les émotions. Les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont agréables ou désagréables et elles sont des messagères. C'est pour cela qu'on est là pour les accueillir avec bienveillance. La tristesse, la colère, la peur, la joie, la honte, ce sont juste des messagères qui nous disent si, on est bien ou pas bien, on est agréable ou désagréable dans notre vie et elles nous permettent de nous donner une direction. Mais si on ne prend pas le temps de s'écouter, eh bien, on va vivre des expériences. Puis, en voyant en fait qu'elles sont, des messagères, en fait, elles sont les messagères d'un besoin. Et en fait, en voyant apparaître ce besoin, eh bien, on rentre en conscience pour comprendre le pourquoi on vit cela, comment on vit cela. Et grâce à cela, ça nous permet, de se dire: «D'accord, maintenant j'ai une vision claire et précise de ce qui se passe en moi. Qu'est-ce que je peux faire pour changer?» Et en fait, en changeant des petites actions avec soi-même, on va changer l'émotion avec soi-même, on va mieux intégrer les besoins dans notre vie et les autres, en fait, ils vont devoir s'adapter à cette situation. Les bonnes personnes seront heureuses de voir apparaître que vous êtes de plus en plus alignées, conscientes et à apprécier ce que vous vivez. Les relations neutres, voire négatives,
toxiques disparaîtront de votre vie parce qu'elles ne pourront plus rejouer le même mécanisme passé avec vous. Et donc, en prenant conscience de vous, en prenant conscience de vos actions, vous allez les changer. Donc, vous allez changer votre vie et donc changer votre environnement parce qu'il y aura ceux qui voudront s'associer avec vous et ceux qui ne pourront plus rejouer la même chose. Donc, ils iront voir d'autres personnes pour pouvoir rejouer leur mécanisme. Mais ils n'auront plus l'accroche avec ça. Et en fait, ces personnes qui vont partir, elles vont vous laisser un espace pour pouvoir intégrer des nouvelles relations, des nouveaux amis, des nouveaux partenaires de vie qui, eux, auront envie de venir vivre cette nouvelle relation que vous avez avec vous-même. Donc vraiment, la question, c'est la relation avec vous-même qui va impacter la relation avec les autres et qui va changer cela. Donc, changeons notre relation à nous-mêmes. Et quelles sont les 5 étapes de libération déjà, c'est une parole. Poser les mots. Qu'est-ce qui se passe? Les mots permettent de concrétiser les choses, de formaliser les pensées, les émotions et les actions qui se passent entre vous et les autres, entre vous et vous-même. En les concrétisant, ça va permettre d'apporter une cohérence, du sens dans ce qui vous arrive. Tiens, maintenant que je prends le temps de voir que j'ai dit ça, qu'elle a répondu ça, et donc que j'ai réagi comme ça, et donc j'ai obtenu ce résultat-là, eh bien, on voit qu'il y a un effet de cause à effet et d'effet de cause. Et petit à petit, ça va faire apparaître une vérité de ce qui est juste, de ce qui est vrai. Parce que dans des situations, parfois, les gens sont tellement surpris par la réaction de l'autre que ils n'ont plus, ils commencent à mettre en doute de qu'est-ce qui est vrai, de qu'est-ce qui est faux. Donc, revenir à une vérité. Puis, une solidarité, du lien émotionnel. Pourquoi? Parce que Heu, parfois, dans la relation avec la situation passée, eh bien, ça peut être tellement émotionnellement forte que la personne, pour se protéger, a coupé du lien. Puisque l'émotion était trop forte, c'est couper du lien avec les autres et donc elle vient rejouer en thérapie le lien émotionnel de sécurité, de confiance avec son thérapeute pour s'entraîner à recréer ce lien émotionnel avec les autres. Et surtout des droits dont elles sont privées, le pouvoir d'agir parce que le traumatisme ou l'émotion, la situation a été tellement puissante que ça les a ils ont cru qu'ils avaient perdu le pouvoir d'agir, le droit d'exister, le pouvoir d'exister. Et en fait, ces 5 phrases, ces 5 points sont une nécessité absolue. Des mots, une cohérence, une vérité, une solidarité et des droits pour qu'elles puissent reprendre le chemin de leur vie. Donc peut-être que vous avez déjà vécu d'autres ateliers, d'autres expériences, d'autres choses. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de faire l'exercice de la page blanche, d'expérimenter comme si c'était la première fois ce que vous allez entendre pour voir en fait ce qui apparaît en vous aujourd'hui. Parce que peut-être que dans le passé, vous avez pris conscience des choses, donc vous avez évolué. Et là, retravailler cet exercice-là, peut-être, va vous donner de nouveaux angles de réflexion. Donc, ce que je vous propose, c'est de recommencer comme si c'était la première fois et de voir ce qui vous traverse dans votre corps, dans vos pensées, dans vos émotions, pour pouvoir mieux vivre cela. Donc, qu'est-ce que le traumatisme? En fait, le traumatisme, c'est une expérience subie avec l'une de ces 3 stratégies: la fuite, l'immobilisme ou le combat. Il n'y a que 3 situations. Mais souvent, en fait, quand on était enfant, eh bien, on était peut-être avec la personne qui nous a fait subir ce traumatisme. Et en fait, l'enfant a peut-être essayé de fuir, mais il était obligé de revenir à la maison
parce que c'était son endroit de sécurité, c'était là où il y avait ses parents. Et donc, il a peut-être essayé de combattre le parent, mais il habitait sous le même toit. Et donc, petit à petit, ça l'a mis dans une situation d'immobilisme, puisque ni la fuite ni le combat pouvaient fonctionner. Donc, un traumatisme très marqué, c'est des gens qui ont vu qu'ils ne pouvaient ni fuir ni combattre, ce qui les a mis dans une position immobiliste. Voilà. Souvent, en fait, quand il y a parfois des personnes qui ont qui ont été violées et en fait, on leur dit: «Mais pourquoi tu es pas parti? Pourquoi tu as pas dit non?» Eh bien, ces personnes-là, ils ont dit: «Mais j'ai été statufié. Je savais pas, j'ai quitté mon corps». Et ben, c'est ça l'immobilisme. C'est tout d'un coup, ils n'avaient pas d'autre solution que de s'extraire de leur corps parce qu'ils n'arrivaient ni à fuir ni à combattre. Ils ne voyaient que cette situation-là. L'intégration du traumatisme et surtout, en fait, c'est une expérience subie qui n'a pas été accueillie. La personne est seule et elle n'a pas eu trouvé dans son environnement des personnes ressources, un père accueillant et soutenant, une mère aimante et accueillante et pour pouvoir récupérer un fonctionnement normal, elle va se dissocier. Une partie d'elle va continuer à vivre, à s'habiller, manger, prendre son cartable ou aller au travail, et une autre partie va rester dans le traumatisme, va se bloquer. Et en fait, comme c'est une expérience subie non accueillie, elle va se répéter. Si son cerveau a été habitué, et non pas habité à vivre cela, eh ben, il va chercher à revivre cela. Les enfants qui ont été habitués à vivre dans une famille dysfonctionnelle, eh bien, le cerveau est habitué à vivre dans un niveau de stress, un niveau d'anxiété, un niveau de peur, un niveau de colère, toujours très présent. Et donc, quand ils vont devenir adultes, consciemment ou inconsciemment, ils vont aller chercher dans leur environnement des personnes qui vont donner à leur cerveau ce niveau de stress, d'anxiété, de colère, de peur, de manque. Parce que, en fait, pour eux, c'est normal. C'est ce que le cerveau a l'habitude de faire. Et tant qu'ils n'ont pas conscience qu'ils nourrissent, ils donnent à leur cerveau ce que le cerveau recherche, parce qu'en fait, le cerveau, c'est qu'une boîte qui n'a qu'un seul objectif, survivre. Et parfois, en fait, survivre, pour lui, il a cru comprendre que survivre, c'était d'être dans un espace de stress, un espace d'anxiété, un espace de peur, un espace de silence, un espace de rejet. Et donc, en fait, il croit, en tant qu'adulte, qu'il doit revivre cet espace-là. Et parce que c'est ce qui l'a nourri et donc il recherche ça pour être nourri de vivre cette tension-là et tant que la personne n'a pas fait apparaître ça dans sa vie, eh bien, elle n'en a pas conscience, elle n'en a pas conscience. Pourquoi? Parce que, elle devrait aller remettre en cause ce qu'elle a vécu dans son passé. Le résultat, donc, le traumatisme est généralement central dans les préoccupations et même durant les accalmies. Parce qu'en fait, la personne, elle a la crainte d'un nouvel épisode qui pourrait être envahissante, à tel point que le sujet devient traumatisé chronique et non plus une personne qui souffre d'un traumatisme. En fait, il va même envoyer, en fait, le traumatisé, il va même dans son discours utiliser des structures de phrases qui va créer chez les autres une envie de le rejeter, une envie de lui faire mal, une envie de faire ce qu'il demande. Et vraiment, c'est pour ça que, un faible va dire: «Ah, je suis faible» et il va rencontrer quelqu'un qui est fort et qui va l'utiliser parce qu'il est le fort, enfin le maltraitant a besoin d'un faible. Donc c'est vraiment ça, c'est que le traumatisme est l'origine, la faille qui va créer et générer
des postures, des relations, des discours, des relations, pour pouvoir refaire vivre, renourrir, l'émotion, la tension neurologique que le cerveau a l'habitude par cette éducation du traumatisme. Est-ce que, vous avez des questions ou des demandes par rapport à cela? Non, pas de questions. Bon, moi, je vais avancer. Donc, prenons le temps d'accueillir cela. Ce que je vous propose, c'est de fermer, les yeux et de reprendre une situation qui a été désagréable pour vous. Ne prenez pas la plus dure, mais si vous voulez prendre la plus dure, eh bien, rappelez-vous déjà cette situation. Prenez une situation désagréable et parfois même, une rencontre dans la rue peut être très peut être désagréable et faire apparaître les mécanismes et les pensées et les paroles du traumatisme. Donc, prenez le temps de vous connecter à vous-même et de vous rappeler cet événement. Il y avait qui? C'était quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Vraiment, prenez le temps, de checker tout autour de vous les éléments, de bien voir les événements, la personne qui était en face de vous, s'il y avait une personne ou les personnes qui étaient en face de vous, de vous remémorer le visage, les habits, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que l'autre ou les autres ont dit, qu'est-ce que vous avez répondu. Et vraiment, prenez le temps de vous remémorer ça, les faits. Et les faits, en voyant les faits, en fait, là, pour le cerveau, vu qu'il reçoit que des influx nerveux, si on se remémore ça, en fait, parfois on peut ressentir entre 60 et 80% de la tension émotionnelle qui s'est passée à ce moment-là. Et donc, voyez quelles sont les émotions qui remontent en vous. Est-ce que votre corps a une réaction particulière? Vous voyez, là, moi, je sens les jambes qui bougent, en fait, comme si elles me disaient de fuir. Puis là, il y a une sensation dans le corps, au niveau du torse, qui pourrait apparaître. Et puis, ça crée une émotion en moi. Eh bien, vous, remarquez comment pourrait réagir votre corps. Quelles sont les actions, les mouvements? Qu'est-ce que vous faites avec vos mains? Tout ça, vous voyez que même si vous êtes plus, consciemment ou inconsciemment, vous avez refait ces gestes-là. Et par derrière, il y a des émotions. Et puis, qu'est-ce que vous êtes dit? Quelles sont les pensées qui vous ont traversé? Sur vous, sur les autres. Et s'il n'y a pas de pensée, notez qu'il n'y a pas de pensée. Parce que parfois, les traumatisés sont tellement traumatisés qu'ils n'arrivent même plus à penser. Ils sont justement stupéfaits, statufiés. Mais vous, est-ce qu'il y a des paroles ou des pensées qui vous sont venues? Qu'est-ce que vous avez fait ou tenté de faire après? Vous savez, les gens qui, pour se détendre après un conflit, vont boire de l'alcool ou ouvrir le frigidaire ou fumer une cigarette.
ou pleurer ou autre, ou s'enfermer, ne rien dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pour quel résultat surtout? Qu'est-ce que vous avez obtenu? Quand vous avez pris bien ça, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les émotions? Quelles sont les croyances? Les phrases que vous êtes dit? Par exemple: «Je suis nul» ou «Les autres, sont dangereux» ou «Encore de ma faute» ou autre, ou «La vie c'est dangereux» ou «Ça sert à rien d'essayer». Vous voyez toutes ces phrases, toutes ces pensées qui vous ont traversé. Allez-y. Ce que je vous propose, c'est de prendre une feuille de papier et de les écrire. Je vous laisse 5 minutes, posez, juste des annotations, des pensées et après on va aller un peu plus loin. On va aller voir ce qui s'est passé. Et si bien sûr vous avez des questions ou des demandes, venez vers moi. Posez-moi la question, posez-moi des
C'est bon? On va avancer doucement. Si vous avez besoin plus de temps, n'hésitez pas à travailler ça un peu plus tard en reprenant la vidéo. Donc, prendre conscience. En fait, ce que je vous propose des informations que vous avez posées, c'est de la répartir dans ce tableau à 5 colonnes. Donc de voir en fait quelle était la situation. Cette situation, est-ce qu'elle a créé de la tristesse, de la colère ou de l'anxiété? Puis de voir quelle est la pensée automatique que ça a créé quand vous avez vécu ça. Et voir la réponse relationnelle, rationnelle que vous avez fait, que vous avez posée. Et que le résultat de cette réponse rationnelle, est-ce que ça crée de la tristesse, de la colère ou de l'anxiété? Vous avez peut-être pu avoir les 3, hein. Mais l'idée, en fait, c'est de voir que pendant la situation, quelle émotion? Et après la situation, qu'est-ce que vous avez gardé? Qu'est-ce qui a été le plus marqué? Vous voyez ce qui apparaît quand si vous pouviez réarranger les informations? Comment, pendant et après, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Allez-y, prenez le temps, je vous laisse 2 petites minutes, 2 grandes minutes pour voir cela chez vous. On a posé, l'exercice d'avant un peu tout ce qui vous a traversé et là, on essaie de le réorganiser et d'être un peu plus concret, un peu plus pragmatique. Est-ce que vous avez des questions ou des demandes? Vous voyez que là, c'est très pragmatique, terrain, très scientifique, on va dire presque. Et parfois, en fait, ça marche et parfois, on a juste besoin d'être entendu et écouté par une personne pour pouvoir se détacher de ce côté très scientifique, très schématique et juste vivre ce qui nous traverse. Et c'est ça la différence entre un atelier et une thérapie. C'est que là, on peut travailler, l'autre peut vivre la chose. Et si vous avez des questions ou des demandes, écrivez-les dans la partie discutée. On va avancer. Maintenant, en fait, quel est le quotidien d'un traumatisé? En fait, souvent un traumatisé, il a un sentiment d'injustice parce qu'ils se pensent responsables de leur situation. Et donc, ils ont soit la colère, soit un sentiment d'impuissance dans leur vie. Et ça peut créer en fait 4 alternatives ou 4 situations qui peuvent s'entremêler. Parce que comme ils ont un sentiment d'injustice, eh bien, ils ont peut-être des revendications. Souvent dans les associations, vous avez beaucoup, de personnes traumatisées parce que justement, elles viennent dans les associations revendiquer dans les pouvoir trouver un espace où elles peuvent revendiquer et protéger les autres, heu, puisqu'ils n'ont pas été protégés. Ils ont beaucoup de colère et ce qu'ils utilisent dans leurs revendications, où ils sont dans la plainte et dans la victimisation. Donc en fait, mais elles peuvent être victimes et revendiquer leur posture de victime, être, re dans la colère d'une plainte, la plainte d'une victime. Donc vous voyez qu'il y a ces 4 aspects.
Après, en fait, il y a la perception d'un traumatisé. C'est une personnalité prémorbide, en fait, qui a beaucoup des pensées de mort sur elle-même, sur la vie, sur les autres. En plus, elle peut avoir un ressenti d'un stress très marqué, très intense. Et elles ont peut-être un sentiment d'auto-efficacité ressenti, d'un contrôle perçu. Elles se disent très contrôlantes envers elles-mêmes. Elles ont, par rapport au soutien social, leur perception, c'est qu'elles n'en reçoivent pas assez. Alors que peut-être qu'il y a plein de monde autour d'eux qui les conseille, les soutient, mais même si elles ont des retours, eh bien, elles trouveront que ce n'est jamais suffisant. Qu'elles ont l'impression d'éprouver de l'injustice et créer de la colère par rapport à cette injustice. Et donc, en fait, elles vont créer des stratégies de coping. En fait, elles vont réappliquer des méthodes dysfonctionnelles ou de médiateurs ou de modérateurs par rapport à leur traumatisme. Est-ce que ces points vous parlent? Si ça vous parle, je vous propose de noter ce qui vous vient en tête face à cela. En quoi ça parle de vous, ce que je viens de vous présenter? Quelles sont les pensées, les réflexions ou les situations où vous vous êtes vu dans ces points-là? Prenez le temps de les relire et de voir les pensées, les réactions. Alors, peux-tu réexpliquer le coping? Oui, Luce, très bien. Alors, le coping, en fait, notre meilleure manière d'apprendre, c'est de copier ce que font les autres. En fait, un enfant, il fait du copying en regardant, comment agit sa mère, comment agit son père. Et donc, la personne va prendre des stratégies de copying qui sont souvent dysfonctionnelles ou de médiateurs ou de modérateurs parce que, elles ne veulent pas vivre leur dysfonctionnement, leur traumatisme et donc elles vont, fuir, enfin, elles vont agir de manière dysfonctionnelle ou en médiateur, elles vont essayer de résoudre le problème ou de modérateur en essayant d'étouffer le problème. Et en fait, le copying, c'est qu'elles vont copier des méthodologies, des actions qu'elles ont vues d'autres personnes. Et en fait, le copying, c'est juste copier. Et dans la thérapie, eh bien, le client, le patient, eh bien, il va faire du copying de la posture de son thérapeute. Et comme normalement le thérapeute a une bonne posture, eh bien, il va réapprendre à avoir une bonne posture dans sa vie. Et souvent, mais parce qu'avant, ils avaient le copying d'une posture d'un traumatisé. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Luce? Est-ce que j'ai été assez clair? Super, merci pour ton retour. Donc, on va pouvoir avancer. En fait, est-ce que nous sommes un moi unique? Est-ce qu'on pense que nous avons une personnalité où il n'y a qu'un moi à l'intérieur de nous? Si vous êtes là, c'est que, et si je vous pose la question, c'est bien sûr que il y a le piège de non, il n'y a pas qu'un moi. En fait, dans certaines thérapies psychologiques, il y a la théorie des facettes. Là, je vous ai mis la métaphore du diamant. Dans le bouddhisme, on dit que notre âme est un diamant. Et en fait, euh, la question est par quelle facette on fait traverser la lumière pour pouvoir éclairer l'âme que nous avons et que nous illuminons sur les autres. Parce que vous êtes soit un homme, soit une femme, mais vous êtes aussi un enfant, vous avez été aussi un adolescent, une adolescente, un adulte, vous êtes peut-être des parents, mère, père, vous êtes aussi un professionnel, une professionnelle, un amant, une amante, une amie, vous êtes peut-être propriétaire, locataire, cuisinier, artiste,
danseur, chanteur, euh, mais il y a aussi, chez vous, parfois, vous avez eu des postures de victime, des postures de bourreau et des postures de sauveur. Et en fait, prendre conscience de ça vous permet en fait de voir que s'il y a plusieurs émotions, plusieurs réflexions, plusieurs tensions en vous, eh bien en fait, c'est peut-être plusieurs facettes de vous. Et par exemple, moi, quand j'ai une émotion forte qui me traverse, eh bien, je vais voir quelle est la facette. Ah tiens, c'est la facette de mon enfant intérieur qui a besoin, par exemple, d'être rassuré. Et donc, je vais évoquer la facette du bon père qui va rassurer l'enfant. Et puis aussi, je vais peut-être faire intervenir la facette du thérapeute en moi qui va pouvoir expliquer à l'enfant ce qu'il vit. Et puis, je vais peut-être évoquer aussi une autre facette, celui qui cherche le bien dans sa vie. Ou peut-être la facette d'une personne qui est stressée. Et voir en fait quels sont les différents profils qui permettent, qui envoient différents messages de manière consciente ou inconsciente. Et en fait, ça aide à mieux comprendre ce qui nous traverse. Est-ce que là, c'est un mécanisme de l'enfant de 7 ans? Est-ce que là, c'est un mécanisme appris pendant notre adolescence? Est-ce que là, c'est un mécanisme vécu lors d'un de nos postes en tant qu'adulte? Voilà, en fait, ça permet d'identifier, marquer, de présenter et de faire apparaître ça pour pouvoir aller parler avec cette facette-là et l'intégrer, bien l'accueillir, bien la nettoyer, bien apprendre et conscientiser ce qui s'est passé pour y mettre plus de réalité, plus de mots, plus de conscience, plus de cohérence. Vous savez, les 5 règles que nous avons vues juste avant. Et c'est ça la théorie des facettes. Aller pouvoir voir à l'intérieur de soi quelles sont les facettes qui nous viennent. En fait, tout cela, c'est subjectif. C'est une forme d'hypnose, une forme de manière de pouvoir mieux agir et interagir avec notre moi, notre facette, par exemple, consciente et notre facette inconsciente. C'est ça, en fait, la théorie des facettes. Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, c'est le point important. En fait, au début, dans l'histoire, je vous ai raconté cette personne, tout d'un coup, qui a eu besoin de se dissocier d'elle-même, où une partie a gardé son traumatisme et l'autre partie a permis à la personne de fonctionner normalement et de s'habiller, se brosser les dents et d'aller au travail. Eh bien, vous voyez que ça, c'est 2 facettes. La facette traumatisée et la facette de la personne fonctionnelle. Et on peut faire apparaître d'autres facettes. Voilà. Vous pensez que vous avez combien de facettes? Là, quand je vous explique ça, je vous propose de fermer les yeux et de voir, tiens, quelles sont les pensées qui vous apparaissent, voir quelles sont les facettes qui pourraient apparaître. Vous voyez, là, là, je suis dans ma facette professeur parce que je suis dans cette posture pour l'atelier. Mais derrière, en fait, il pourrait y avoir la facette de l'enfant inquiet parce que, moi, quand j'étais enfant, dire une poésie, ça me créait beaucoup de stress face aux autres. Et donc là, il y aurait l'enfant intérieur qui pourrait être un peu anxieux de la réaction du public, de se montrer aux autres. Et il y a aussi donc, la facette de la personne qui veut bien faire et qui est, en voulant faire bien et qui se juge un petit peu parce qu'il y a quelques coquilles qu'il a oubliées. Vous voyez, en fait, quand je m'arrête et que je ferme les yeux, eh bien, il y a déjà ces 3 facettes-là qui, me sont apparues et en fait, ces 3 facettes, c'est 3 pensées et ces 3 émotions associées à ces pensées, à ces croyances sur elles, à ses envies sur elle-même. Et vous? Je vous laisse 2 minutes, fermez les yeux
et voyez les facettes qui vous apparaissent. Et si vous voulez, vous pouvez me les mettre dans la partie discutée. Toujours pas de questions, toujours pas de demandes? Bon, nous avançons. Et en fait, souvent les personnes traumatisées, eh bien, elles peuvent avoir plusieurs profils, plusieurs facettes. La première facette, bah, c'est une une facette de la personne normale, ce qu'elles sont vraiment, ce qu'elles sont dans leur intérieur. Mais après, il y a la deuxième facette qui peut être une personne traumatisée, la victime qu'elles ont été au moment de la ou des agressions. Elles peuvent se retrouver le petit enfant terrorisé, perdu avec une angoisse de Bruno. La vraie personnalité, c'est sa cohérence, ses désirs et ses projets. Et en fait, cette personne traumatisée, elle peut être là et réapparaître dès qu'il y a une situation stressante qui peut intervenir ou un facteur extérieur qui qui font remonter cette personne traumatisée. Il y a aussi une personne absente, vide, celle qui est totalement déconnectée pour survivre, absente elle-même, envahie par le néant. Je pense que c'est une angoisse massive. Bruno, je pense que c'est un j'aurais dû corriger, j'ai pas eu le temps. Donc c'est avec une angoisse massive, perdu avec une angoisse massive, et vous voyez que en fait, plus on descend, plus on va profondément. En fait, c'est une personne qui s'est coupée d'elle-même. La quatrième, c'est une moins que rien qui a peur de tout. Elle se juge en tout le temps en disant: «Mais je suis moins que rien, j'ai peur de tout», et en fait, même si la facette normale agit et a une bonne réaction, une bonne interaction avec les gens, par exemple dans une réunion, en sortant de cette réunion, eh bien, la facette, une moins que rien, qui a peur de tout, va dire: «Ah, mais vraiment, tu te rends compte, c'était une moins que rien, tu as vraiment raté, c'est pas possible, comment tu as osé prendre la parole, dans cette réunion». Et une personne coupable dont elles ont honte et qui mérite la mort. Une personne qui pourrait devenir violente et perverse et qu'il faut sans cesse contrôler et censurer. En fait, c'est la partie qui se rendent fautives de ce qu'elles ont subi. Eh bien, heu comme elles ont vécu quelque chose de très fort, eh bien, elles se disent c'est la partie qui se dit: «En fait, c'est moi qui ai créé ça chez papa, c'est moi qui ai créé ça chez maman. Je suis une mauvaise personne, j'ai honte de moi», et en fait, dans le bouddhisme, on dit que c'est la deuxième flèche. La première flèche, c'était le traumatisme. La deuxième flèche, c'est la honte d'avoir été traumatisé, et donc vous voyez que là, déjà, il y a 5 autres facettes d'un traumatisé qui pourrait apparaître. Et ce que je vous propose, c'est de voir, est-ce que vous avez une ou plusieurs de ces facettes? Est-ce que chez vous, c'est très marqué, une facette, 2 facettes, 3 facettes, peut-être les 5?
Ah, je vois ce qui s'est passé. Quand j'ai copié, en fait, c'est une personne normale, ce qu'elles sont, la vraie personnalité avec sa cohérence, ses désirs et ses projets. Donc ça, en fait, le bout, la vraie personnalité avec sa cohérence et ses désirs et ses projets, ça vient au-dessus. Et une personne traumatisée, la victime qu'elles ont été au moment de la ou les agressions, elles peuvent se retrouver le petit enfant terrorisé, perdu, avec une angoisse, heu, massive. Et en fait, c'est la vraie personnalité, ça va au-dessus. Désolé pour ça. Ce qui fait que l'on reste traumatisé. En fait, pour le cerveau, ça était tellement violent de vivre ça, ou réévoquer cette histoire, cette situation, eh bien, c'est tellement violent qu'il va trouver des méthodes pour s'échapper, voire même oublier la situation. Donc, les stratégies du cerveau, ça va être par exemple la pensée dichotomique. Principe du tout ou rien, c'est le fait de penser que si une chose n'est pas exactement comme nous le souhaitons, alors il s'agit d'un échec. Il s'agit d'une perte totale des nuances. Exemple, si je n'ai pas été embauché, c'est que je ne vaux rien. Si je n'ai pas 20 sur 20 à cet examen, c'est que je suis nul. Dans ces conditions, avoir 18 sur 20 à un examen ou n'être que le second de sa promotion peut être perçu comme des échecs cuisants. En fait, c'est soit vous avez tout, soit vous ratez. Et il n'y a pas de justesse dans l'appréciation. Et en fait, c'est à cause de ce traumatisme que cette pensée dichotomique, c'est comme j'ai subi ça, en fait, je ne vaux rien, donc il fallait que je sois mieux que ça. La surgénéralisation. On construit des règles pour son comportement futur à partir des événements négatifs passés. Elle n'a pas voulu sortir avec moi, je ne vois bien que je n'arriverai jamais à sortir avec une fille. Avec la surgénéralisation, un seul événement négatif peut influer tout le comportement à venir d'une personne qui se voit alors vouée à l'échec. On peut distinguer deux grands types de surgénéralisation. La surgénéralisation verticale, un échec dans un domaine à un moment donné, et c'est tout le domaine en question, passé, présent et avenir, qui est perçu comme un échec et perdu d'avance. Elle ne veut pas sortir avec moi, j'ai tout raté en amour, je serai seul et malheureux toute ma vie. La surgénéralisation horizontale, c'est le fait de lier entre eux des problèmes différents, là où ça n'a pas lieu d'être. Un échec dans un domaine va emmener la personne à avoir des échecs dans tous les domaines. J'ai été licencié de mon entreprise, ce n'est pas étonnant, je rate tout ce que je fais dans la vie. Et en fait, la surgénéralisation, c'est vraiment le côté, euh, eh bien, si je rate un truc, je vais abandonner tout. C'est-à-dire que j'ai fait brûler un gâteau, je suis mauvais en cuisine, donc j'arrête de faire de la cuisine. Et donc, en fait, rapidement, s'il rate régulièrement, la personne peut arrêter tout ça, toutes ces actions. L'abstraction sélective, c'est un filtre mental qui ne laisse percevoir que le côté négatif des choses. On se focalise sur les détails déplaisants, ce qui nous conduit à voir l'ensemble en négatif. Exemple, une personne passe une soirée avec des gens agréables et intéressants, elle s'amuse, elle danse, lorsqu'un renverse du café sur sa chemise. À cause de cet incident, elle en conclut que la soirée est totalement gâchée. Autre exemple, un joueur de tennis gagne lors d'une rencontre sportive, mais au lieu de s'en réjouir, il part plusieurs jours à ressasser les erreurs qu'il a commises pendant le match et à s'en faire le reproche. Ou sinon, vous voyez, et ça peut être très rapide. Ça peut être juste, la personne s'amuse et puis tout d'un coup, il y a une personne qui lui lance un regard noir. Peut-être la personne pensait à autre chose ou il y avait une blague et en fait, la personne ne va se souvenir que ce regard noir et quand elle va rentrer à la maison, plutôt que de se rappeler, de tous les bons moments qu'elle a passés à la soirée, eh bien, elle va se rappeler que ce moment noir où, elle est à un dîner avec des amis, elle fait des blagues tout le temps, les gens rient sauf à une blague qui passe pas bien, et bien, en fait, elle va se juger toute la soirée en disant: «Pourquoi j'ai dit cette blague? Je suis pas drôle», alors que en fait, personne n'a pris conscience de ça. La disqualification du positif. On transforme une expérience neutre ou positive en expérience négative. Exemple, on me fait un compliment, j'en déduis que tout le monde sait que c'est faux, on me dit que ça juste pour me faire plaisir. Ou encore, le soutien des gens qui m'aiment ne compte pas, ils ne connaissent pas ma vraie nature. C'est une sorte d'alchimie inversée où l'on transforme de l'or en plomb. C'est, ah lui il me sourit,
c'est juste parce qu'il sait que je suis pitoyable. Ou tiens, cette personne-là m'a aidé parce que en fait, elle sait que je suis une moins que rien et que j'ai besoin d'aide. Et que en fait, je suis une personne, qui ne vaut rien. Cette personne-là, m'a offert un cadeau, elle sait que, en fait, j'ai pas d'amis et que j'ai besoin et que en fait, c'est par pitié qu'elle me fait un cadeau. Vous voyez comment en fait, cette personne-là, elle va toujours dénigrer tout ce qu'elle a reçu de positif. Les conclusions hâtives ou principe de l'inférence arbitraire. On imagine des scénarios noirs sans preuve et on y porte crédit. On peut en distinguer deux sortes. Les lectures de pensées d'autrui, c'est lorsqu'on croit connaître les pensées des autres en se fiant de maigres indices. Je lui ai laissé un message, mais il ne m'a pas rappelé, il ne me considère plus comme son ami. Ou bien, mon patron m'a regardé de travers, il pense certainement me licencier. Ou tiens, j'attends, ou les erreurs de voyance, faire des prédictions pessimistes et les considérer comme vraies. Exemple: «Je vais devenir folle, cette thérapie ne marche pas, je suis incurable, je vais rester seule toute ma vie». Vous voyez, c'est souvent le côté, je ne reçois pas un SMS, de ma petite amie, de mon petit ami. En fait, c'est qu'il m'aime pas et je ne mérite pas d'être aimé et donc je mérite d'être seul. Et vous voyez comment, en fait, plusieurs stratégies peuvent s'associer pour détruire toute l'émotion positive d'amour, de lien, de confiance que peut petit à petit construire la personne dans une nouvelle relation. Et tout ça, en fait, elle va construire ça, ces réflexions-là, pour en fait revivre la tension émotionnelle qu'a vécu son cerveau dans son traumatisme. L'exagération, dramatisation et minimalisation. On exagère ses erreurs et on minimise ses points forts. Exemple d'exagération: j'ai fait une erreur de travail, tout le monde va le savoir et je serai complètement ridicule aux yeux de tous. Exemple de minimalisation: j'ai trouvé la solution au problème, mais c'est tellement simple parce que j'ai eu un coup de chance. Ou c'est une autre minimalisation, c'est souvent les gens qui disent: bah, c'est facile pour moi, c'est mon travail. Bah non, en fait, toi, tu as travaillé, tu as fait des études, tu as progressé, tu as essayé, tu as expérimenté et donc oui, c'est de la fluidité pour toi. Mais là, tu es en train de le minimaliser. Voilà. Est-ce que déjà vous voyez des stratégies que vous avez consciemment ou pas chez vous? La pensée dichotomique, la surgénéralisation, l'abstraction sélective ou la disqualification du positif, les conclusions actives, l'exagération et la minimalisation. Après, le raisonnement émotionnel, c'est se servir de ces sentiments comme il s'agit de preuves. Je me sens désespéré, donc mes problèmes doivent être impossibles à résoudre. Je me sens pas taillé à affronter une situation, donc je suis un loser. Je me sens dégoûté de ce monde, c'est parce qu'il n'a rien à m'offrir. Je suis angoissé tout le temps, c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le côté je suis triste, donc tout va mal. Heu, je suis tri je me sens pas bien, donc ça va pas marcher. Je me sens, énervé, donc les autres vont le sentir et on va me gueuler dessus. Les fausses obligations, masturbation en anglais. Se fixer arbitrairement des buts à atteindre. Je dois, je devrais. Exemple: «Je dois absolument faire le ménage chez moi». Résultat: si on n'atteint pas ses objectifs, on se sent coupable. On peut également appliquer cette règle pour les autres. On me doit, on me doit ça. Après tout ce que j'ai fait pour lui, il pourrait au moins être reconnaissant. Cela conduit à un sentiment d'amertume, de ressentiment, à l'idée que l'on est la seule personne à se conduire convenablement. Il y a une personne il y a un de mes clients, en fait, sa mère lui dit toujours: «Mais ça coule de ressources, tu dois faire ça pour moi. Tu te rends compte? Je t'ai fait naître, tu dois faire ça pour moi». Ou «Tiens, je t'ai payé ça, donc tu dois faire ça pour moi». Et en fait, ou sinon c'est, heu, je dois faire toutes ces actions-là dans ma journée, sinon ma journée ne sert à rien.
Sauf que bien sûr, comme il y en a trop d'actions dans sa journée, la personne va se mettre elle-même en situation d'échec. L'étiquetage, ce sont des jugements définitifs et émotionnellement chargés que l'on porte sur les autres ou sur soi-même. Exemple, cette personne est un monstre. Dire je suis complètement nul au lieu de dire j'ai fait une erreur. En fait, c'est le côté cette personne-là pense toujours négativement. Et en fait, comme on pense que, comme on l'a étiquetée personne négative, eh bien, dès qu'elle dira quelque chose de négatif, on dira ah bah tu vois, encore quelque chose de négatif. Et quand elle dira quelque chose de positif, en fait, vu que pour notre cerveau, eh bien, on s'attend à qu'elle dise quelque chose de négatif, eh bien, le cerveau va peut-être même pas l'entendre ou le rejeter en disant non mais là, c'était autre chose. Ou voir non mais là, elle dit quelque chose de positif, mais en fait, elle pense le négatif. Voilà. Et en fait, ça peut bloquer les gens dans, «Ah mais lui, c'est un crétin» ou «Ah tiens, je suis un crétin, mon père me l'a toujours dit» et donc c'est les étiquettes que l'on donne aux enfants et qui restent collées aux enfants toute leur vie, tant qu'on ne les a pas libérés de cette étiquette. La personnalisation, se sentir responsable du comportement des autres. Exemple, si mon fils ne travaille pas à l'école, c'est parce que je suis une mauvaise mère. Ce qui m'arrive, ce qui arrive, c'est de ma faute. La personnalisation conduit à un sentiment de culpabilité. C'est l'erreur consistant à penser pouvoir gérer la vie des autres alors qu'on ne peut que l'influencer. Et quand on dit on ne peut que l'influencer, c'est juste très légèrement. Voilà. Donc vraiment, alors pour vous, quelles seraient vos stratégies les plus fortes? Et vous pouvez en avoir plusieurs. Et vous pouvez voir chez les autres plusieurs aussi. Pourquoi on peut en avoir plusieurs? Parce qu'en fait, ça dépend des thèmes, des sujets, des situations. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir, en fait, sur le travail, une bonne estime d'eux-mêmes, mais dans leur vie émotionnelle, une très mauvaise. Et donc, et ils vont soit se minimiser au travail et soit s'étiqueter dans leur vie émotionnelle. Donc, vraiment, et ça, c'est des mécanismes dus à différentes situations, à différentes relations qu'ils ont vécues. Est-ce que vous avez des questions ou des points de vue ou des demandes sur... Du coup, il y a beaucoup de gens traumatisés. Doit-on tout traiter? Alors, là, mine, je te dirais qu'il y a du biais de la il y a le biais de l'observateur, toi. En fait, c'est que s'il y a beaucoup de gens traumatisés autour de toi, c'est qu'il y a peut-être aussi tu attires les gens traumatisés parce que tu es peut-être aussi traumatisé. Doit-on tout traiter? Alors, c'est qui on? Et deuxième point, en fait, ça, ce sont des mécanismes, qui déclenchent qui sont déclenchés pour le cerveau pour se protéger, du traumatisme ou, vivre ou se faire revivre le traumatisme. Et doit-on tout traiter? En fait, la question, c'est beaucoup plus chacun, qu'est-ce qu'il a à voir de lui? Quels sont les points qu'il doit avoir de lui? Et en fait, selon la thérapie, les théories thérapeutiques, c'est que si on arrive à libérer le cerveau, de son mécanisme et surtout de la première expérience émotionnelle vécue avec, la personne, eh bien, elle va pouvoir en fait désenclencher tous ces mécanismes. Donc c'est pour ça. Je dois répondre. D'abord, je vous propose un exercice, mais en fait, de cette situation, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds? Donc, à vivre ça, à revivre ça, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds? Je vous laisse réfléchir et créer des idées. Revenez à moi.
Donc, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds à vivre cela? Est-ce que vous avez des idées, des réflexions qui vous viennent? Par exemple, qu'est-ce que je gagne? Ah, parfois, les gens, ça leur permet. Ah, par exemple, un gain, c'est si je dis que je vais pas bien, on va faire attention à moi, donc je vais avoir du lien social. Si je vais pas bien, eh bien, je vais avoir une journée calme, parce que les autres vont, s'occuper, de faire les tâches à ma place. Si, je dis que, hem, je suis triste ou si eh bien, je vais avoir du temps pour moi. Si, voilà. Est-ce que tu vois le gain? Par exemple, c'est, si je m'occupe des autres, j'aurais pas besoin de m'occuper de mes problèmes. Je pourrais laisser mes problèmes en suspens. Si, heu, je j'interroge tout le monde pour avoir leur opinion, ça me permet de pas faire de choix puisque j'ai besoin d'être rassuré en demandant l'opinion de tout le monde. Ça, c'est un gain. Si, heu Si je crie très fort, eh bien, personne ne dira que j'ai tort. Comme ça, je suis sûr qu'il y aura personne qui me contredira pas. Tu vois? Tout ça, c'est des gains. Comme ça, si je suis seul, eh bien, je serai pas dérangé par les autres ou, les autres m'ennuieront pas avec leurs émotions. Ça, c'est des gains. Et qu'est-ce que je perds à vivre cela? Bah, ça peut être je perds du temps, je perds du lien, je perds des idées, je perds, de l'émotion, je perds, de la qualité de vie, je perds, quelque chose, une vie saine, je perds, tous ces choses-là. Et en fait, dans toute situation, elle n'est ni bonne ni mal, elle est juste agréable ou désagréable et certaines personnes, en fait, il y a parfois en thérapie, les personnes vont mal, mais en fait, aller mal, c'est une zone de sécurité inconfortable, c'est une zone de confort inconfortable. Mais comme elles ont pas vont pas assez mal, eh bien, elles sont dans leurs habitudes avec les autres, elles ont leur boulot qui ne leur plaît pas, mais au moins elles ont un salaire, elles sont elles sont avec une personne qui ne les aime pas ou qu'elles n'aiment pas, mais au moins elles ont quelqu'un à la maison. Elles, restent devant, Netflix comme ça, bah, elles rient, mais elles sont seules et Netflix leur permet de pas trop penser qu'elles sont seules et en fait, elles sont pas bien, mais leur cerveau a tellement l'habitude d'être pas bien que, eh bien, il est confortable dans cette émotion d'être pas bien. Et en fait, parfois, il faut un choc qui fait que ça devient tellement douloureux d'être pas bien que là, elles se disent: «L'effort pour aller mieux, les efforts qu'il faut faire pour changer mes habitudes demandent moins d'énergie, moins de fatigue que de rester dans cette situation qui n'était pas bien et qui était vraiment douloureuse et qui devient tellement douloureuse que faire des efforts pour changer est moins douloureux pour créer une nouvelle situation plus confortable que de rester dans cette situation inconfortable. Et vraiment, bah, rester seul en mangeant des pop-corn devant Netflix, il y a des gens qui vous diront: «Bah, c'est génial, c'est le pur bonheur». D'autres mais par derrière qui disent: «Ouais, mais en fait, je me sens un peu seul devant ma télé et puis les pop-corn, ça me fait grossir». Mais
voilà, je gagne du plaisir, de la solitude, c'est moi qui choisis le film, c'est moi qui me fais plaisir, je fais ce que je veux, si j'ai besoin de me coucher si j'ai envie de me coucher à 4 heures du matin, je le fais. Et de l'autre côté, bah, j'ai une vie, ça c'est ce qu'elles gagnent, la liberté de faire ce qu'elles veulent et de manger ce qu'elles veulent et de ne pas être jugées par les autres, donc de la liberté d'esprit. De l'autre côté, c'est elles perdent du lien, de l'amour, de l'estime d'elles-mêmes et de la qualité de vie. Donc dans toute situation, c'est de voir ce qu'elles gagnent et ce qu'elles perdent. Et certaines personnes ne voudront pas changer parce qu'elles se disent: «Ce que j'ai, même si c'est pas bien, je suis plus confiant, je préfère, garder ça que autre chose». Et en fait, c'est parce que le cerveau a besoin d'être sécurisé. Le cerveau, il est là pour survivre et donc il va peut-être préférer rester dans une situation désagréable parce qu'au moins dans cette situation désagréable, il sait qu'il survit. Mais la nouvelle situation, il ne le sait pas et ça crée une résistance et une peur et un blocage. Et en fait, les gens traumatisés, parfois, ils restent dans cette situation pour pouvoir vivre et ils vont se donner l'une de ces 10 méthodes pour rester dans cette situation parce que comme ça leur permet, heu, de valider que cette situation, en fait, ils la méritent. C'est pas qu'ils la méritent, c'est qu'ils pensent qu'ils la méritent. Ils ont la croyance qu'ils la méritent. Et qu'il n'y a pas d'autres solutions, qu'il n'y a pas d'autres moments, il n'y a pas d'autres espaces, il n'y a pas d'autres possibilités. Et ça, c'est peut-être parce qu'ils ont été tellement coupés de leurs émotions, tellement coupés qu'ils ne peuvent même pas imaginer qu'il y a un autre espace, un autre univers, une autre alternative. Est-ce que vous avez des questions ou des demandes? Non, je vais continuer. Donc, gérer la dissociation d'origine traumatique. Les 5 étapes pour se libérer, donc je les reprends là, c'est une parole. Quels sont les mots? Qu'est-ce que vous avez besoin de dire sur ce qui s'est passé? Écrivez les situations. En fait, il y a la thérapie par l'écriture, c'est poser les mots. Moi, quand mes clients viennent sur mon canapé, ils posent les mots sur moi, ils disent les mots et à la fin, je leur fais: «Attendez, je vais vous faire une synthèse, je vais vous faire un retour de ce que vous m'avez dit» et en fait, tout d'un coup, les mots qu'ils ont dit, ils les reçoivent d'une autre personne. Donc ça y est, leurs mots deviennent matérialisés parce que je les répète et tout d'un coup, ils voient que quelqu'un d'autre dit les mêmes mots qu'eux. Après, c'est une cohérence. Avoir du sens de ce qui leur est arrivé. Parce que parfois, il y a des enfants qui ont dû parentaliser leurs parents et ça, ils n'en ont pas conscience et ils ne voient pas la situation. Ils trouvent que c'est normal. Quand un parent est malade, quand un parent, a eu des dysfonctionnements, quand un parent est dépressif, quand ils ont dû les parentaliser, en fait, tout d'un coup, que quelqu'un leur dit: «Mais vous êtes devenu le parent de votre parent». Ah oui, c'est ça que j'ai vécu. Ça y est, je vois la cohérence de ce que j'ai vécu. Ou oui, les traumatisés, comme ils se sentent fautifs d'avoir créé ça chez leurs parents, chez leur père ou chez leur mère, la violence ou parfois l'inceste ou pire, eh bien, en fait, ils disent: «Mais c'est moi qui ai déclenché la colère de mon père. Mais c'est moi qui ai attiré le désir de ma mère». Non, c'est le parent qui, lui, aurait dû protéger et aimer son enfant. Et donc tout d'un coup, on remet la responsabilité, on redonne la responsabilité, les mécanismes à la bonne personne. Et ça recrée de la cohérence pour que l'enfant comprenne, qui est peut-être l'adulte aujourd'hui sur mon canapé, mais que l'enfant comprenne à l'intérieur de lui qui quelle responsabilité appartient à qui. Et un enfant n'a pas la responsabilité de ses parents, des actes de ses parents. Donc à partir de là, mettre une vérité, ce qui est juste, ce qui est vrai. Vous avez parentalisé vos parents, c'est la faute de vos parents,
c'est eux qui sont les bourreaux, c'est vous la victime. Là, tout d'un coup, on met des mots et qui deviennent une vérité pour ces personnes. Puis après, une solidarité du lien émotionnel, parce que le thérapeute ou l'ami ou la relation ou le partenaire va dire: «Ah, oui, mon chéri, mon client, vous avez subi quelque chose de très fort et là, je me sens en lien émotionnel avec vous. Ah!» Et ça les surprend ou ça les ou tout d'un coup, ça les rassure parce que ça y est, ils savent qu'ils ne sont plus seuls face à leurs parents et que quelqu'un les a compris et qui les a accueillis émotionnellement dans le lien. Des droits dont elles sont privées, le pouvoir d'agir, c'est tout d'un coup, mais l'enfant a subi ça et aujourd'hui, l'adulte, il a le droit de demander des comptes, il a le droit de dire ça, il a le droit de rendre, il a le droit d'agir dans sa vie. Et que parfois, c'est tout simple, mais vous savez, c'était une femme écrivain qui avait dit: «Ça y est, je vous donne le droit d'écrire. Je vous donne une tape sur l'épaule et c'est bon, vous êtes écrivain». Et en fait, rien que le bon adulte, la personne d'autorité positive dit on lit ça, et ben tout d'un coup, on se dit: «Ah! Bah, c'est vrai, j'ai le pouvoir d'écrire, j'ai le pouvoir d'agir, j'ai le droit d'écrire, j'ai le droit de dire que je suis écrivain, même si j'ai écrit qu'un paragraphe, c'est pas grave». Et en fait, que une autorité, un adulte qui crée ce lien émotionnel de sécurité, d'amour avec vous et vous dit: «Vous avez le droit, ça y est, enfin, j'ai le droit d'exister, j'ai le pouvoir d'agir». Et c'est ça, les 5 étapes. Et ce soir, si vous eh bien, je vous le dis, vous avez le droit d'exister, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de rire, vous avez le droit de créer, vous avez le droit de faire des erreurs, vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de recommencer, vous avez le droit de réessayer. Vous avez ce pouvoir en vous, reprenez, c'est celui d'agir, sans jugement, sans critique, juste goûter si c'est agréable ou désagréable pour vous. Ça vous fait quoi que je vous donne le droit et le pouvoir d'agir ce soir? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand je vous ai dit ça? Mmh, c'est vrai? Très bien, tant mieux. Donc, préparons-nous, parce que en fait, il va y avoir des situations de crise. Quelles sont les cibles et donc quelles sont les actions? En fait, les crises, ça peut être une rencontre, une situation, une pensée négative qui vous traverse. Donc, à partir de là, qu'est-ce que je peux faire dans les 30 prochaines minutes pour diminuer la pénibilité vécue? Voir la checklist des stratégies ou de la fiche cognitive en validant: «OK, là, j'ai validé que j'ai eu de la peur, que j'ai vécu du stress, de l'inquiétude». De vous dire: «Oui, je me valide». Banalisation, c'est dire: «OK, là, raté, c'est pas non plus, la mort de ma vie, la mort de mon travail, c'est pas je suis pas la dernière des personnes. J'ai chuté, c'était juste une expérience». La distanciation, c'est se dire: «Je fais un pas de côté et j'observe ce qui se passe en moi et ce qui s'est passé». Je suis pas embarqué dans la situation émotionnelle et je perds pas le contrôle parce que justement, je fais ce pas de côté. C'est le pas de côté que l'on prend dans la méditation de pleine conscience. C'est le pas de côté qu'on prend dans la première étape de la communication non violente. Et la quatrième, mise en disponibilité de pensées alternatives. C'est se dire: «Tiens, quelles sont les autres pensées alternatives que je peux avoir?» Et en plus, je les ai déjà travaillées avec un ami ou avec un thérapeute
et dire, tiens, là, et encore ma pensée, je suis nul qui est arrivé. Eh bien, je sais qu'il y a cette autre pensée qui dit, je suis une bonne personne qui a le droit d'essayer. Et puis, il y a aussi cette autre pensée qui dit, c'est une expérience, j'ai essayé et cet échec m'a appris quelque chose. L'autre, j'ai raté, une autre pensée alternative, j'ai eu le plaisir et la joie d'au moins d'essayer, ça n'a pas marché, eh bien je suis content d'avoir essayé. Vous voyez, toutes ces pensées alternatives, plutôt que de dire je suis nul, eh bien j'en ai au moins 4 autres dans la poche qui me parlent. Revenir en disant une évaluation 2 heures plus tard, et voir l'augmentation de l'efficacité personnelle. Voir l'augmentation de l'efficacité personnelle, c'est se dire: «Tiens, aujourd'hui, j'ai fait quoi? Ah mais oui, mais là, j'ai un peu mieux réussi, alors qu'il y a un mois, j'avais totalement raté. Il y a un an, j'aurais même pas essayé. Il y a 10 ans, je croyais que c'était même pas possible pour moi et que j'étais le pire». Donc voir quel est le petit pas vers moi, vers le projet, vers le but, j'ai essayé. Et après, qu'est-ce qui est le plus important et ou le plus facile à modifier immédiatement? Les pensées, les émotions ou les sensations corporelles? Je suis mal assis, changer de siège. J'ai, mal au dos, je m'étire. Les émotions, je vois que je suis triste, comment les accueillir? Les pensées, quelles sont les alternatives de pensée qui me viennent? Et aller chercher, bien sûr, les alternatives pour aller voir encore l'efficacité, personnelle. Et vous, qu'est-ce qui vous vient en tête là? Est-ce qu'il y a des comment vous pourriez vous valider? Comment vous pourriez banaliser ou distancer ou voire mettre des pensées alternatives? Quelles seraient les pensées alternatives qui vous viennent? Et s'il y en a pas qui vous viennent, écrivez-les dans la partie discuter et je vous proposerai des alternatives ou des réflexions. Vous voyez dans la pa dans les exercices au début, qu'est-ce qui vous quelles étaient les pensées qui vous traversaient la tête? Personne ne pourra jamais m'aimer. Eh ben, par exemple, personne ne pourra jamais m'aimer, c'est, je ne veux pas que tout le monde m'aime, je cherche juste quelques amis, quelques personnes qui pourraient m'aimer. Personne ne pourrait m'aimer, c'est, bah, cette personne-là, j'ai ne m'aime pas, c'est pas grave, heu il y a d'autres personnes qui m'apprécient sur la terre et voilà la liste des amis qui m'apprécient. Cette personne-là ne m'aime pas aujourd'hui, peut-être que demain on aura une meilleure relation. Cette personne-là, ne m'aime pas, mais en fait, c'est peut-être pas qu'elle m'aime pas, c'est qu'elle a passé une mauvaise journée et qu'elle est agressive. Vous voyez toutes ces pensées ou ces réflexions différentes qui pourraient vous venir. Et l'idée là, c'est que je vous donne des exemples pour que vous puissiez les réinterpréter à votre sauce, à votre manière. Et hors crise, comment faire pendant entre les crises, entre les situations compliquées? Déjà, faire de la prévention. La prévention, en fait, c'est s'entraîner. La prévention, c'est, heu, voir les les situations à risque, prévenir les personnes autour de soi que l'on pourrait vivre ça. Vraiment, c'est apprendre des choses sur ce que vous vivez, sur, votre résistance, sur vos blocages. Rien qu'en venant à cet atelier, vous faites de la prévention. Et après, l'entraînement au positif, à l'efficacité personnelle, c'est-à-dire aller en thérapie, en groupe de soutien, en groupe de travail, pour que vous puissiez vous mettre en situation, dans un cadre sécurisé, pour pouvoir réussir.
pour pouvoir apprendre une autre situation que celle que vous vivez dans votre passé. Donc, il y a livres, vidéos, exercices, thérapie, ateliers, amis, relations, associations, spécialistes et encore plein d'autres manières de faire ça. Page Facebook sur heu voilà. Alors, Luce, comment on trouve un groupe de soutien? 1er point, alors ce que je te propose, c'est dire taper sur Google groupe de soutien dans ta région sur ton sujet ta et le problème que tu as vécu. Ça, tu peux le taper sur Google. Tu peux retaper ça sur Facebook. Tu peux aller voir et demander à envoyer des mails aux 5 ou 10 thérapeutes psy qu'il y a autour de chez toi. Tu peux aller voir, écrire association sur le sujet, sur la problématique auquel tu te confrontes, et voir ce qui apparaît et leur envoyer un mail. Et en fait, tu vas t'écrire un paragraphe: «Bonjour, je recherche un groupe de soutien pour telle problématique, tel sujet, dans telle région. Qu'est-ce que vous pourriez me conseiller? Soit sinon, je suis prêt à travailler avec un groupe de soutien, sur Zoom», par exemple, sur internet. Et après, tu copies-colles ça, heu, avec les mails de thérapeutes que tu as vus autour de chez toi, auprès des associations, ou sur les pages Facebook. Comme ça, tu as un texte clair avec une demande claire, précise sur ce que tu cherches. Et si tu n'as pas envie de dire que c'est pour toi, tu dis: «J'ai une amie qui a tel problème, elle recherche un groupe de soutien dans telle région», voilà. Comme ça, tout le monde te donnera des solutions et personne ne pensera que c'est pour toi. Voilà. Est-ce que c'est clair ce que je propose? Donc, écrire un mail avec le problème, le lieu, heu, la la situation et les idées que les autres pourraient avoir sur page Facebook, sur Google, aux psy et aux associations. Et en fait, si une ne sait pas, elle enverra sur une autre association qui enverra sur une autre association. Moi, tu vois, j'avais une cliente qui est venue vers moi et étant donné que, le sujet qu'elle avait besoin d'aborder mélangeait, heu, trop de paramètres qui étaient en dehors de ma compétence, eh bien, j'ai demandé à un psy, une amie psy qui m'a donné je lui donnais les coordonnées de la personne et l'ami psy lui a envoyé vers 2 autres psys et vers une association. Il y a toujours autour de soi quelqu'un qui a peut-être une solution pour vous. Donc demandez, ça marchera. Et en fait, toutes ces solutions-là, c'est pour mentaliser, comprendre et comme on a en fait, quand on a bien compris ce que l'on vit, par le coping, c'est-à-dire en observant d'autres personnes, en allant voir d'autres victimes qui ont vécu la même chose, en lisant d'autres histoires, d'autres situations, on se dit: «Oui, c'est vraiment ça et donc maintenant que j'ai vraiment compris, je suis prêt à changer». Voilà. Donc, je t'en prie Luce, sortir de la boucle. Eh bien, en fait, c'est ça que vous allez vivre à travers ce que je viens de dire. C'est que vous allez pouvoir mentaliser, conscientiser, ressentir ce qui s'est vraiment passé pour vous, parce que là, ça y est, vous aurez vu, vous serez accueilli par un thérapeute, un groupe, une association, un spécialiste, un ami,
une relation qui a les capacités de vous accueillir. Et comme ça, vous aurez pu déposer auprès de cette personne-là ce qui vous gênait, ce qui vous portiez, eh bien, ça fera de la place intérieurement pour vous, pour mettre les choses, les alternatives en place. C'est pour ça qu'en fait, quand vous voyez, on prend le 1er janvier des bonnes résolutions, ça ne marche jamais. Parce qu'en fait, les bonnes résolutions, elles viennent sur une situation déjà en place. Mais si la situation déjà en place n'est pas résolue, il n'y a pas de place pour les bonnes résolutions et elles glissent et elles disparaissent parce que les mécanismes déjà en place sont plus forts que juste de dire « Tiens, 1er janvier, avec une coupe de champagne, je décide d'arrêter de fumer. » Non, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin, avant de décider quelle est la nouvelle solution, qu'est-ce que je vis, prendre conscience de ça, l'accepter, l'assumer, l'accueillir, la libérer pour pouvoir, après la libération, utiliser le nouvel espace pour pouvoir mettre à ce moment-là la nouvelle solution, la nouvelle démarche, la nouvelle envie. Parce que si à l'intérieur de vous, il y a une faille, s'il y a un truc qui n'a pas été entendu, eh bien, à un moment ou à un autre, il va ressortir. Il va revenir, il va rejouer la partition du passé. Et donc, les bonnes résolutions vont exploser. Donc, la stratégie qui fonctionne. Les stratégies fonctionnelles, c'est déjà la recherche informative. Comprendre ce que je vis. Grâce aux livres, grâce aux vidéos, grâce à un spécialiste, grâce à une association, grâce aux autres victimes qui elles-mêmes sont parfois plus spécialistes que les spécialistes parce qu'elles ont fait le travail, car elles ont tellement eu mal qu'elles ont voulu s'informer par elles-mêmes. Voilà. Et en fait, une victime qui a fait cette recherche informative, c'est une victime qui a une stratégie fonctionnelle. La recherche de soutien social. Souvent, les personnes qui ont eu le plus mal ont tellement peur de avoir mal qu'elles ne vont pas vers les autres, alors que ce sont celles qui ont le plus besoin de soutien social. Donc, allez demander de l'aide. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, vous avez juste besoin du soutien social. En fait, un enfant, il a besoin d'un soutien social au départ des parents. S'il n'a pas été là, l'adulte d'aujourd'hui peut aller retrouver à travers le thérapeute, le spécialiste, l'association ou l'organisateur de l'association, le lien du bon parent, du bon tuteur, du bon mentor qui permet de recréer et d'apaiser la tension qu'il y avait à l'intérieur. Les auto-encouragements. En fait, j'ai une cliente qui se disait tous les jours, je fais les petits pas qui m'emmènent vers le bien. Et en fait, elle disait même pas je vais mieux parce que j'avance, c'est je fais les petits pas qui m'emmènent vers le bien. Et là, c'est bravo, j'ai fait un atelier, bravo, j'ai fait une slide, bravo, j'ai fait ça. Donc là, je vous propose un auto-encouragement en vous disant juste bravo moi-même. Aujourd'hui, là, je participe à un atelier et grâce à cela, je vais vers le bonheur, le mieux pour moi. Bravo, vraiment, je m'encourage parce que j'ai fait ça. J'ai assumé d'aller voir cet atelier et de soulever le vrai problème. Et de peut-être découvrir des choses qui vont gratter chez moi, que je n'ai pas envie de voir. Et en même temps, là, je fais l'effort de les voir. La capacité à résoudre des problèmes, c'est vraiment, quand on dit problème, ça peut être tout simple. C'est, tiens, là, j'ai la capacité d'aller à un atelier, j'ai la capacité d'écrire des solutions, j'ai la capacité d'accueillir mon problème, j'ai la capacité de comprendre les problèmes. La persistance dans les activités. En fait, la persistance dans les activités, c'est aussi accepter les chutes et les rechutes.
et les rechutes, et les moments de faux pas, et les moments d'erreur, et les moments d'égarement. Et pourtant, être régulier, aller régulièrement à son groupe de soutien, à son thérapeute, à avoir des encouragements, à aller chercher de l'information, à faire les autres étapes. La réinterprétation des sensations douloureuses. En fait, aïe, là je sens que ça fait mal. Ah ok, je suis nul. Non, c'est pas que je suis nul, ça fait mal parce que j'ai mon besoin de reconnaissance qui n'est pas satisfait et donc je comprends que j'ai mon besoin de reconnaissance qu'il faut que j'aille nourrir et donc je vais aller demander du soutien social. Et donc là, vous voyez que plutôt que de dire: «J'ai mal, c'est que je suis nul», c'est: «J'ai mal parce que j'ai mon besoin de reconnaissance» ou «J'ai mal parce que mon père m'a fait ça». «J'ai mal parce que, heu, je suis dans une situation que je n'aime pas». Et vous voyez comment on sort de l'interprétation de «quand j'ai mal, je suis nul», c'est que là, on remet de la réflexion et de la justesse dans ce que je vis et ce que je subis. «Ah là, j'ai de la colère. J'ai de la colère parce que c'est l'autre qui est pas bien». Non, j'ai peut-être de la colère parce qu'en fait, je n'ai pas su exprimer ce dont j'avais besoin et que l'autre n'y a pas répondu et donc ça crée chez moi de la colère. Mais est-ce que j'ai de la colère parce que l'autre a mal répondu ou est-ce que j'ai de la colère parce que je suis en train de revivre une demande non répondue de mon passé et donc qu'est-ce que je dois faire pour que ma demande soit plus claire et ne pas vivre cette colère? L'acceptation de la douleur. En fait, l'acceptation de la douleur, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est accepter d'aller voir qu'il y a un enfant triste à l'intérieur de nous. Accepter d'aller voir l'enfant traumatisé. Accepter le traumatisme et accepter que cela fait mal. Oui, parce qu'on va aller toucher, retoucher cette émotion qu'on a enfermée très profondément au fond de nous, voire même qu'on aurait pu l'oublier. Et en fait, quand elle va remonter, oui, c'est très douloureux, mais en fait, elle va remonter que pour un temps. Souvent, la douleur, elle va durer quand on fait remonter une sensation douloureuse, elle dure entre 1 minute et 5 minutes et au maximum 20 minutes. Mais en fait, c'est dû à quoi? C'est qu'en fait, nos neurones, ils reçoivent une décharge de neurotransmetteurs et petit à petit, le cerveau va les dégrader pour pouvoir libérer les récepteurs des neurotransmetteurs, pour pouvoir recevoir peut-être une nouvelle décharge ou une nouvelle information. Et donc en fait, pour nettoyer, eh bien, il lui faut entre 3 et 5 minutes. Donc accepter la douleur, c'est accepter que ça y est, on va aller voir ça et que par derrière, ça va les libérer. Oui, ça fait très peur. Et souvent, en fait, moi, mes clients, ils viennent parce qu'ils ont la peur d'aller voir leur douleur. Et parfois, ils ont peur de la peur que ça pourrait générer d'aller voir peur la peur de la douleur. Vous voyez? Et en fait, ils sont dans des couches de mentalisation qui font que, en fait, ils s'éloignent d'eux-mêmes pour justement ne pas aller toucher cette douleur. Et quand je leur dis: «Mais si vous touchez cette douleur, elle va durer entre 3 et 5 minutes et après vous vous sentirez apaisé, libéré, parfois très far très bousculé, mais que ça va rester, que ça va après apporter de l'apaisement». Ça prend un peu de temps, hein, je ne vous dis pas, le contraire, mais l'acceptation de la douleur, c'est le côté, la douleur fait partie de la vie et voir que cette douleur, en fait, elle était tellement désagréable, c'était tellement pour vous dire qu'il y avait un besoin de survie dans cette douleur, eh bien, si on l'accueille avec bienveillance, elle partira parce qu'elle sera libérée. L'optimisme, c'est le côté: «Après ça ira mieux». Vous allez voir, petit à petit, les choses vont s'améliorer dans le bon sens.
parce que petit à petit, vous aurez de plus en plus à votre vie en main, vous serez de plus en plus aligné et vous aurez l'impression de choisir de plus en plus clairement ce que vous voulez mettre dans votre vie et que en fait, l'optimisme, c'est espérer que demain sera meilleur. Et en fait, les gens optimistes attirent leur optimisme comme les gens négatifs attirent les gens négatifs. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Du négatif ou de la positivité, de l'optimisme? Eh bien ça, c'est un choix, une stratégie, c'est un choix de stratégie. Donc, je vous laisse noter des idées, des réflexions qui vous viennent sur les points. Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? Quelles sont les idées qui vous viennent? Qu'est-ce que vous pourriez faire après l'atelier, demain, après-demain ou les jours suivants? Est-ce que vous avez des questions, des demandes, des idées? Je vous laisse 1 ou 2 minutes pour que vous puissiez poser les réflexions qui vous traversent. Et donc, ce que je vous propose, c'est de poser le premier acte créatif que vous pourriez faire. Donc déjà, là, en fait, vous avez déjà fait votre premier acte créatif parce que vous êtes venu à cet atelier et vous avez déjà posé plein d'actions. Mais ce que je vous propose, c'est quelle serait la première action que vous pourriez faire à la fin de cet atelier? Pour vous, quand, où, comment? Et quel est le plus petit pas possible? Le plus petit pas possible, ça peut être boire un verre d'eau en vous disant, là, je prends soin de moi, je vais boire un verre d'eau. Voilà. Quelle serait la première action potentielle? Envoyer faire une recherche sur Google, pourquoi pas? Quel rappel gris-gris? En fait, souvent, moi, je propose, comme rappel, par exemple, d'utiliser une coque d'iPhone, une coque de téléphone ou un porte-clés. Et en fait, parce que le téléphone et les clés, on les utilise entre 2 fois par jour ou à 80 fois par jour. Et donc, en fait, quand vous les avez en main, vous voyez l'image, ça doit être une image métaphorique de ce que vous avez envie de vivre. Et comme ça, quand vous les avez en main, eh bien, ça vous rappelle physiquement et émotionnellement qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans votre vie. Et donc, par exemple, moi, sur mes clés, il y a euh, un porte-clés de petit Bouddha en bois. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, ma recherche, c'est d'être Bouddha et le Bouddha, en fait, c'est d'être en pleine conscience permanente, de ne pas être attaché ni au passé ni au futur, juste de vivre l'instant présent, en pleine conscience et d'être aligné avec soi en permanence. Donc, en bon thérapeute, je me suis offert un porte-clés de Bouddha. Et vous, quel serait ce rappel, ce gris-gris, cette image métaphorique? Troisième point, avec qui vous pourriez travailler?
avancer dans votre démarche. Vous savez, c'est le côté, la personne qui veut se remettre au sport, eh bien, elle demande à un collègue, à une amie ou à une relation: «Tiens, est-ce que tu aurais envie d'aller m'accompagner au sport tous les jeudis soirs à 18 heures? Comme ça, en fait, on se motivera mutuellement». Vous pouvez même poser la question sur une page sur votre profil Facebook: «Tiens, j'ai envie de faire ça, qui aurait envie de me soutenir?» Et en fait, là, vous créez une équipe pour vous accompagner. Après, avec quel thérapeute vous auriez envie de faire ça? Ou avec quelle association? Ou avec quelle, autre personne vous auriez envie d'aborder le sujet du traumatisme? Voilà. Maintenant que vous avez écrit ça, les 3, posez-vous la question, prenez un peu d'écart, un pas de côté et est-ce qu'ils répondent réellement à votre besoin? Le besoin d'avancer. Est-ce que ce porte-clés, c'est vraiment le symbole qui répond à votre besoin? Est-ce que la personne que vous avez choisie, elle est la personne la plus adéquate à répondre à votre besoin? Je vous laisse, poser une petite minute pour écrire des idées, ou les améliorer et voir si elles répondent vraiment à votre besoin. Et si vous avez des questions ou des demandes, écrivez-les-moi dans la partie discutée ou voire même me dire quelle image métaphorique vous metteriez sur votre porte-clés. Quelle image positive de vous-même? Un lotus, un Bouddha, un lion, un animal fétiche, un symbole, une rose, c'est le vôtre. Et le plus important, c'est qu'ils vous disent que vous êtes la bonne partie de vous dans cette image-là. Votre meilleur partenaire, c'est vous. Alors, aimez-vous. Les prochains ateliers sont déjà sur Eventbrite et les passés sont sur ma chaîne YouTube à Louis Mazurel. Vous en avez un sur le partenaire, sur l'amour de soi, la confiance en soi, sur les pensées négatives. Bref, il commence à y avoir beaucoup de vidéos. Et ce sont tous des ateliers créatifs pour que vous puissiez poser vos pensées, vos réflexions, vos idées. Et si vous n'y arrivez pas de jugement, c'est juste qu'il y a quelque chose en vous qui vous bloque pour vous protéger, pour ne pas faire revivre la douleur d'avoir vécu ce que vous avez vécu. Et donc, ce qui est bien, c'est d'aller voir du lien social avec les amis, le thérapeute ou un autre spécialiste pour vous aider à ça. Merci pour votre intérêt, pour être resté jusqu'à la fin de cet atelier. Je vais couper maintenant la vidéo pour que nous puissions partager et échanger ensemble si vous avez des questions ou des demandes.